Bien, bonjour à tous. On va donc essayer de faire un voyage vers l'intérieur de la Terre, dans les entrailles de la Terre. Ce titre, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais pour finir, je le trouve très bien, puisque mon fil conducteur pour cette heure, c'est que la Terre est une planète vivante, et elle est vivante parce que, à cause de son intérieur, donc parce qu'elle a des entrailles, et que donc on va essayer d'ausculter ces entrailles. Alors c'est pas une question nouvelle que de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Euh, en fait, c'est une question très ancienne dans toutes les cultures, hein. Et on a une représentation symbolique de ce qu'il y a en dessous de nos pieds. Et ici, j'ai pris une image qui a été constituée à partir de Dante, l'enfer de Dante, qui est écrit, c'est un livre écrit autour des années 1300. Et il y a 7 enfers pour Dante. Et au centre, il y a une boule de fer, c'est ça que je vais retenir, dans lesquelles Satan a les pieds gelés et donc cristallisés, et Satan donc ne peut pas sortir. Souvent, l'image qu'on a du centre de la Terre, peut-être à cause des volcans justement, est une image infernale. Et cette image de 1678 nous montre un peu une représentation des hommes de ce temps-là, où on retrouve les volcans, donc, et par un système de galeries ou de cheminées reliées à un feu central qui nourrit ces volcans. Donc, en fait, pendant des années et des années, des siècles même, se sont affrontées deux écoles. L'école qui pensait que l'intérieur de la Terre était liquide, comme c'était plutôt une école géologique qui était basée à partir de l'observation des volcans. Et puis les gens qui pensaient que l'intérieur de la Terre était solide. Solide puisqu'ils n'imaginaient pas qu'on pouvait avoir une Terre liquide aussi grosse et qui soit stable. Et c'était plutôt les physiciens. Alors vous allez voir que les deux avaient en partie raison, et ça va être une partie de notre voyage. Tout va démarrer à partir de la conférence de la semaine dernière pour ceux qui y étaient. Ici, vous avez un plancher océanique. Un plancher océanique, c'est la croûte qui se trouve en dessous l'eau des océans. Vous avez ici la côte nord-américaine avec l'île de Vancouver. Et vous voyez sur cette carte, c'est une carte magnétique qui, qui représente le champ magnétique au fond de l'océan, dans le plancher océanique. Et on voit sur cette carte, ici, une zone par rapport à laquelle il y a une symétrie. Cette symétrie avait été découverte par S, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, était soldat américain dans la Navy et faisait des traversées de l'Atlantique. Et les Américains, comme tous les autres à cette époque-là, pour surveiller les sous-marins, mettaient un magnétomètre traîné par le bateau. Et donc un soldat était chargé de surveiller ce magnétomètre pour voir l'évolution du champ magnétique. Et S, après de nombreuses traversées, a remarqué que il y avait un signal qui variait, mais que ce n'était pas par hasard qui variait. Au même endroit, on avait à peu près le même signal. Donc il a retenu ça, et dans les années 50, au début des années 50, c'était un scientifique, évidemment, on mettait les scientifiques à surveiller le champ magnétique des sous-marins. Il a gardé cette idée, et c'est lui qui, pour la première fois, a utilisé cette idée et a remarqué cette alternance qu'il y a au fond du champ magnétique au fond de l'océan. Et donc, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette ligne noire, on a la plaque océanique avec des alternances de champ magnétique. Quand le champ magnétique est inverse, il est blanc, et quand il est normal, c'est-à-dire comme actuellement, il est coloré. Et la couleur change en fonction du temps. Vous avez ici le code de couleur correspondant. Donc c'est ça la preuve que la Terre est une planète vivante. Et ici, elle est vivante pour deux raisons. D'abord parce que les plaques bougent, d'accord, ça on va en parler, et on va voir pourquoi elles bougent. Et elle est vivante parce que le champ magnétique bouge aussi. Donc ça va être là les deux aspects de cette conférence. Alors pourquoi le champ magnétique est gardé dans la croûte océanique? Ici vous avez la magnétite, c'est une roche qui peut s'aimanter. Quand elle est fondue, elle ne s'aimante pas, et même quand elle est solide, mais supérieure à 600 degrés, elle ne s'aimante pas. Appliquée dans un champ, et quand la température baisse en dessous de la température de Néel, cette roche peut s'aimanter dans le champ magnétique et prend une aimantation
elle retient l'aimantation, son aimantation est parallèle au champ magnétique qui lui a donné naissance, et donc à température ambiante, elle garde mémoire du champ magnétique où elle a été cristallisée, où elle s'est refroidie. Donc si on va prélever ces roches sur le terrain, on peut donc savoir comment était le champ magnétique à cette époque-là. Et c'est comme ça que le plancher océanique a été aimanté. Alors évidemment, le champ magnétique s'est inversé, il s'est inversé de nombreuses fois au cours de l'histoire de la Terre. Vous avez ici une échelle magnétostratigraphique, 115 millions d'années sont représentées ici. Et ces inversions ont été découvertes il y a 99 ans par un professeur de l'université de Clermont-Ferrand, Bernard Bruns, qui était un ancien étudiant des mines et qui, au moment où on a ouvert les routes dans le Massif central, a remarqué que les coulées de lave qui se superposaient pouvaient montrer des alternances de champs magnétiques. Il a publié un papier en 1906, on va fêter les 100 ans de ce papier, disant que la France avait dû être, à certains moments, au moment où les laves du Massif central coulaient, dans l'hémisphère sud. Alors, ça fait beaucoup rire les gens de l'époque, en 1906. C'était un physicien, ça tombait bien, on a pu le mettre à l'écart. Et on s'est passé de ces résultats pendant assez longtemps, jusqu'au début des années 50, où là, on a prouvé que ce qu'avait observé Bruns, d'abord d'autres gens l'avaient observé dans d'autres pays, par exemple Matsuyama au Japon en 1925, et que ce qu'il avait observé, c'est que effectivement le champ magnétique s'inversait, et que c'était global, et qui s'est inversé de nombreuses fois dans l'histoire de la Terre, et qu'on ne comprend pas cette série temporelle d'inversion. Donc je reviendrai là-dessus. Alors vous voyez des moments où il s'inverse beaucoup, des moments où il ne s'inverse pas du tout. Pendant 40 millions d'années, il ne s'est pas inversé. Ah, j'ai été 2 fois trop loin. Donc voilà l'histoire de ce code barre, le modèle du tapis roulant, où je reviens sur ce plancher océanique qui garde en mémoire les alternances du champ magnétique. Et donc, on va pouvoir ainsi reconstituer l'histoire du passé de la Terre et l'histoire de sa surface. Mais je vais donc vous expliquer aujourd'hui pourquoi c'est comme ça. À cause de l'intérieur. Alors, c'est une question importante puisque, par exemple, si on veut savoir si une planète est vivante au sens géologique ou géophysique du terme, eh bien, on va appliquer les mêmes méthodes aux autres planètes. Et ça, vous avez ici la planète Mars et l'observation magnétique de la planète Mars, donc la croûte martienne. D'accord. Ça, c'est les données brutes, on les voit rarement, donc je vous les montre. Et en fait, ça, c'est ce que font les géophysiciens. Donc là, c'est le travail de Benoît Langlais. Et vous voyez que la croûte martienne, ça, c'est toute la croûte, c'est toute la planète Mars ouverte. Et vous voyez que la croûte martienne est magnétisée à certains endroits, de la même manière que la croûte terrestre est magnétisée. Alors, ça prouve plusieurs choses. Ça prouve qu'il y a eu de la tectonique sur Mars. Et ça prouve qu'il y avait un champ magnétique sur Mars. Et que le champ magnétique s'est peut-être inversé, puisqu'on trouve des polarités opposés de champs magnétiques. Donc ça veut dire que Mars a été une planète vivante. Aujourd'hui, Mars est-elle une planète vivante? Ça, c'est une question qui reste ouverte. En tout cas, à partir des données actuelles, on n'a pas suffisamment de données actuelles pour en savoir plus. Donc l'intérieur de la Terre. Alors l'intérieur de la Terre a été découverte, avant de parler de la dynamique et ce qui provoque tout ça, je vais vous faire un petit passage sur la structure de l'intérieur de la Terre. Donc la structure de l'intérieur de la Terre est connue par la sismologie. Donc quand il y a un séisme, l'épicentre, c'est le lieu où se provoque le séisme, ça provoque de nombreuses ondes qui se propagent à l'intérieur de la Terre. Et on a observé ces ondes à partir de la fin du XIXe siècle. Les premiers sismologues étaient généralement allemands, c'est eux qui ont développé les appareils. Et très vite, on a remarqué que quand une onde se transmettait à l'intérieur de la tête, il y a un endroit à 105 degrés de distance épicentrale, à 105 degrés de l'épicentre, il y avait un endroit où on ne voyait pas d'onde. Donc tout de suite, en 1914, Gutenberg a dit il y a un corps central à l'intérieur de la Terre, un corps central qui empêche les ondes de passer. Et donc, à partir de cette distance, il a pu même donner le rayon de ce corps central qu'il a appelé le noyau, d'accord ? Et on a ainsi découvert le noyau. Alors, ces ondes, non seulement elles sont bloquées à un certain endroit par la présence de cet objet qui est central, donc, et en plus, il y a 2 types d'ondes qui se propagent à l'intérieur de la Terre.
il y a les ondes de pression, comme les ondes sonores, celles qu'on utilise dans cette salle, et c'est celles qu'on ne voit pas à partir de 105 degrés, mais il y a aussi des ondes de cisaillement qui se propagent dans les solides. C'est d'autres types d'ondes, et elles ne peuvent pas se propager dans les fluides, ni les gaz, ni les liquides. Mais ces ondes se propagent dans les solides. Et tout de suite, ce qu'on a remarqué, c'est les ondes figurées en noir ici, on les appelle S-waves en anglais. Et ces ondes, on a tout de suite remarqué qu'elles ne se propageaient pas dans ce corps central. Donc très tôt, vers 1925, on a dit que le corps central était liquide ou gazeux. Enfin, et par l'étude de ces ondes, on peut étudier la vitesse de propagation de ces ondes. On sait à quel temps se déclenche un séisme, on sait à quelle heure on enregistre l'arrivée des ondes sismiques à un endroit de la Terre, et donc on peut mesurer la vitesse de ces ondes en fonction de leur profondeur. Vous avez donc ici la profondeur et la vitesse des ondes. Ce qu'on voit, c'est ce qu'a vu Gutenberg en 1914, c'est qu'il y a deux parties dans la Terre. Ça, c'est la vitesse des ondes P, celle des vitesses de pression. On voit qu'il y a une partie supérieure, la surface est ici, le centre de la Terre est là, et une partie supérieure avec des vitesses d'ondes P et d'ondes S, donc c'est bien solide. Et puis, il y a une discontinuité majeure, c'est le noyau, où il n'y a pas d'ondes S, donc c'est liquide. Et puis, il y a des ondes P, mais avec une vitesse très différente, ce qui a fait qu'on avait une zone d'ombre. À partir de ces vitesses d'onde, on a pu calculer la densité. Parce que plus un milieu est dense, plus il conduit les ondes différemment, en fait. Donc on a pu reconstituer la densité, et vous avez ici la densité à l'intérieur de la Terre. Elle est entre 3 et 5 dans le manteau, dans les roches silicatées, et elle va se trouver entre 10 et 15 dans le noyau. Alors ça, c'est les informations que nous donne la sismologie. Je vais juste éclairer un petit point sur le transparent suivant. C'est la découverte de cet objet, qu'on appelle la graine en français, était découverte par une femme, donc c'est pour ça que je fais un petit parallèle, et pendant longtemps, on lui a volé sa découverte, jusque dans les années 80-90. C'est Inge Lehmann, c'était la première étudiante, elle était danoise, et Bohr, qui était un grand physicien danois, a imposé à l'université de Copenhague d'avoir des filles. Donc, elle a fait partie de cette première génération d'étudiantes. Elle a étudié, donc, vous voyez, elle est née en 1888. Elle a étudié il y a très longtemps, mais Bohr avait obtenu que des filles puissent étudier. Donc 6 filles ont étudié, mais elles devaient rentrer en cours après les garçons, sortir du cours avant les garçons pour ne pas les dissiper, et puis ne pas habiter dans le campus. Et puis surtout, elle n'avait pas le droit d'avoir une carrière universitaire. Donc Inge Lehmann n'a pas pu avoir de carrière universitaire. Elle est devenue chercheur dans un bureau de météorologie danois et elle a fait de la sismologie. Elle a travaillé à Strasbourg et en 1936, elle a découvert la graine. Vous voyez cette zone d'ombre, c'est ici, c'est la distance épicentrale, 105 degrés. Les ondes n'arrivent plus, on ne les repérait pas. Puis ici, c'est le temps d'arriver en minutes. Et puis ici, on en revoyait d'autres ondes, bon. Mais ici, il y avait la zone d'ombre découverte 20 ans avant. Et Inge Lehmann, pour un séisme du 16 juin 1929, a découvert qu'il y avait des arrivées d'ondes dans cet endroit. Et de ça, elle a déduit qu'il y avait une graine solide à l'intérieur de la Terre qui faisait 1/6 du rayon de la Terre. C'est un Anglais qui s'est approprié sa découverte, qu'il a publié 3 ans après, Lord Jeffreys, qui était un grand géophysicien, mais ça n'empêche pas de s'approprier les découvertes des autres. Il n'y a que dans les années 80, où elle a reçu la médaille de l'AGU, American Geophysical Union, elle avait déjà plus de 100 ans quand elle a reçu cette médaille, et là, elle a eu la chance de pouvoir être reconnue pour son travail. Alors, de quoi est constitué l'intérieur de la Terre? Très vite, dans les années 60, Birch, un Australien, je pense, a produit ce graphe qui montre la masse volumique, donc la densité, en fonction de la vitesse des ondes sismiques. Et il a fait ça pour tous les éléments. D'accord? Et on connaît donc par la sismologie, comme je vous l'ai dit, où se trouve le manteau de la Terre, la partie supérieure, et le noyau de la Terre. Et on voit tout de suite, par identification sur ce graphe, que le noyau de la Terre va être constitué vraisemblablement de fer, de chrome, de cobalt, enfin d'éléments qui se trouvent par là,
Alors que le manteau, lui, va être constitué d'aluminium, de magnésium, de calcium. Donc très vite, on avait une image assez simple de deux couches, une plutôt métallique et une plutôt de roche silicatée. Donc, en fait, pour bien connaître la composition de la Terre, on utilise un outil géochimique où on suppose en fait que la Terre qui s'est constituée, la Terre primitive, qui s'est constituée par accrétion lors de sa formation, a été faite à partir de météorites. Ces météorites, évidemment, tombaient au moment de l'accrétion de la Terre avec une fréquence beaucoup plus élevée, mais il en tombe toujours quelques-unes qu'on peut ramasser et étudier et dont on peut connaître la composition très exactement. Et c'est ce que font les géochimistes. Ça passe deux fois, je suis désolé. Donc au moment de la formation de la Terre, toutes ces météorites ont partiellement fondu et se sont séparées entre leur phase lourde qui a coulé et leur phase légère qui est restée dessus. C'est comme ça que c'est un modèle très simple, mais c'est essentiellement le modèle de formation de la Terre. Donc on se retrouve avec deux couches, une couche métallique où tous les éléments qui sont très lourds, comme le fer par exemple, qui ont coulé, soit sous forme de gouttelettes, soit sous forme d'énormes gouttes. Et la preuve que ce processus existe, c'est qu'il existe d'autres météorites qui tombent, qui ne sont pas des chondrites, qui sont les météorites de fer par exemple, qui ont été extraits lors de la formation d'une planète qui n'a pas abouti. C'est-à-dire qu'on imagine que quand une planète était dans cette étape-là de formation, elle a choqué une autre planète qui l'a fait voler en éclats. Et donc, ces petits morceaux-là, c'était des morceaux de noyau de cette planète qui avaient déjà commencé à se former. On a même des météorites qui sont un mélange de roches silicatées et de métal, qu'on appelle les palasites, et qui doivent être soit ce qu'il y a à l'interface ici, de ces gouttes, soit ce qui se passe lors de formation de processus de la planète. Donc, les géochimistes utilisent une équation très simple, je me suis promis de ne pas utiliser beaucoup d'équations, c'est que la Terre primitive formée des météorites concurrentiques, c'est le noyau, plus le manteau, plus la croûte. Donc on connaît assez bien la croûte, c'est celle qu'on a sous les pieds. On connaît le manteau parce qu'on a des fenêtres d'ouverture vers le manteau, et j'en parlerai. Donc on peut déduire le noyau. Et donc, par exemple, ici, vous avez le travail de Claude Allègre, qui a, à partir de cette équation, en fait, en connaissant les données météoritiques, en connaissant la composition de la croûte et du manteau, a pu déduire la composition du noyau. Donc voilà une composition possible du noyau, elle est contestée, mais je ne la contesterai pas ici. Le fer est constitué à 80% du noyau. Il y a du nickel, du silicium, du soufre et de l'oxygène. Donc, voilà comment est la Terre. Des roches silicatées qui sont très proches en composition aux roches de la croûte, puis une discontinuité majeure, le noyau, avec principalement des métaux. Alors, maintenant qu'on sait ce qu'il y a dans la Terre, on peut essayer de faire mieux, on peut essayer de savoir comment se comportent ces matériaux aux pressions et aux températures de la Terre. Alors, pour faire ça, il faut aller à très haute pression, parce qu'à l'intérieur de la Terre, la pression s'élève à cause du poids de la Terre sur elle-même. Donc, au fur et à mesure qu'on s'enfonce, la pression augmente et augmente très très vite. Alors, pour pouvoir reproduire les conditions de pression, en général, on prend des diamants dans lesquels on met un petit échantillon, par exemple du fer, puisqu'on sait que dans le noyau, il y a du fer, et on compresse ces diamants très fort. On peut ainsi atteindre les pressions de l'intérieur de la Terre, du noyau, de la graine et même du centre de la Terre. Alors évidemment, la plupart des diamants cassent, mais en général, on peut atteindre ça. Alors vous voyez ici la face taillée des diamants. Alors le fait, c'est très important, le taillage des diamants pour ce genre d'expérience. Et ensuite, vous voyez l'échantillon ici de fer, donc une petite pastille, 50 microns cubes. Et après, il faut déterminer la phase. Est-ce que le fer est solide ou est-ce que le fer est liquide, par exemple, à la pression? Alors, on fixe la pression en pinçant les diamants. On fixe la température en utilisant un laser qui vient chauffer l'échantillon très fort, jusqu'à des milliers de degrés. Vous allez voir les résultats. Et puis ensuite, à partir de rayons très puissants, par exemple des rayons X ou d'autres rayons, on peut savoir quelle est la nature cristallographique de l'échantillon. Donc par exemple, savoir s'il est liquide ou solide. Alors ça, on est obligé de le faire dans les synchrotrons pour avoir des rayons très puissants et très propres. Donc par exemple, à Grenoble, au synchrotron de Grenoble.
Donc, ces gens sont capables d'établir ainsi ce qu'on appelle un diagramme de phase, c'est-à-dire vous avez ici la pression, d'accord, et vous avez ici la température. Vous avez ça, c'est le diagramme de phase du fer, tel qu'il est fait actuellement. Donc, à pression ambiante, ici, le fer, on augmente sa température, il change de phase, il y a différentes phases solides, je ne vais pas parler de ça, il y a la phase alpha, gamma, delta, puis vers 1800 degrés, vient dans sa phase liquide. Et on recommence la même chose à plus haute pression, et ainsi de suite. Ainsi, on est capable d'établir ce qu'on appelle le liquidus, c'est-à-dire la courbe dans ce diagramme, qui sépare la phase liquide de la phase solide du fer. Et donc, on a pu ainsi reproduire la pression ici de l'interface entre le noyau et le manteau, et on voit que la température, si le noyau est liquide, la température en haut du noyau ou en bas du manteau doit être de l'ordre de 3000 K. Ici, on peut aller ici plus loin à l'interface entre la graine solide et le noyau liquide, et on voit qu'il règne 5000 K. Et à l'intérieur de la Terre, au centre, on pense qu'il règne 6000 K. C'est des températures extrêmement élevées. C'est des températures plus élevées qu'à la surface du Soleil. D'accord ? Donc, c'est des conditions extrêmes. Grâce à ces expériences, on est capable de reconstituer comment est constitué et quels sont les éléments à l'intérieur de la Terre. Alors voilà un résumé de cette structure. Vous avez donc une graine solide, 1220 km de rayon, 1/6 du rayon de la Terre, disait Inge Lehmann, dans un langage poétique. 3480 km, c'est-à-dire la moitié du rayon de la Terre est occupé par ce fer liquide. Donc ce fer solide, ce fer liquide. Puis le manteau, qui a plusieurs phases, est constitué de roches silicatées. Donc, puis enfin la croûte, donc, qui est vraiment une épaisseur très fine. D'accord ? Alors les températures, je viens de les résumer, sont résumées ici, entre 300 K à la surface, entre 3 et 4000 K à l'interface noyau-manteau, puis 6000 K au centre de la Terre. Le vrai moteur de la Terre, c'est la chaleur. C'est ce qui fait que la Terre est vivante. Donc voilà sa structure. Une planète morte aurait aussi une structure. D'accord ? Et cette chaleur, on peut la mesurer en surface. Alors on en a une idée, on voit les volcans, donc on sait qu'il y a de la chaleur qui sort de la Terre. Alors, c'est pas facile de mesurer la chaleur, le flux de chaleur, combien de chaleur sort de la Terre. Donc il faut faire point par point. On l'a fait à pas mal d'endroits, vous voyez, mais c'est quand même pas une très grande couverture. Alors, comme les géophysiciens ne travaillent pas avec ce genre de cartes, ils utilisent ce genre de cartes. Alors vous voyez, à partir des points, on fait ça. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il y a pas mal de chaleur qui sort, et elle sort principalement dans les zones volcaniques, d'accord ? Sur les rifts, à la frontière des plaques, là où ça diverge. Et c'est cette chaleur, c'est avec cette chaleur que toute la Terre va être en vie. Alors on va regarder comment pour ces deux couches. Alors d'abord, on va faire un petit bilan avec quelques chiffres. On connaît donc très mal, comme je l'ai dit, la chaleur qui sort de la Terre parce qu'on la mesure mal. Donc on l'évalue à 40 terawatts. Donc Tera, c'est 10 puissance 12, hein, donc c'est quand même assez grand, mais c'est pas si grand que ça. C'est pas si grand que ça. Une centrale nucléaire tient l'ordre du mégawatt, d'accord ? Donc c'est pas très bien connu. D'où vient cette chaleur ? Elle vient de la radioactivité de la Terre. Dans les météorites dont je parlais tout à l'heure, les chondrites, on voit à l'intérieur de ces météorites qu'il y a beaucoup d'uranium, de thorium, de potassium, qui sont des éléments qui vont se désintégrer sur des constantes de temps très longues, comparables à celles de l'âge de la Terre. Et donc aujourd'hui, ces éléments, qui sont principalement dans le manteau de la Terre, qui n'ont pas coulé, ils sont des éléments légers, enfin, qui restent dans la partie silicatée, ces éléments qui sont dans le manteau et dans la croûte, principalement dans la croûte pour l'uranium, fournissent de la chaleur à la Terre. Et c'est ça le principal moteur de la Terre, c'est cette radioactivité. Cette radioactivité chauffe l'intérieur de la Terre et cette chaleur doit sortir. Donc c'est cette chaleur qui va mettre en mouvement l'intérieur de la Terre. Alors Lord Kelvin, alors ce bilan, vous voyez, est très, très incertain, mais il y a de la chaleur qui vient du noyau, et puis comme 5 plus 25 c'est pas égal à 40, eh bien on dit que la Terre se refroidit. C'est-à-dire que la Terre, au cours du temps, se refroidit. Depuis sa création, où elle avait une certaine température élevée, elle se refroidit. Et c'est ce qu'avait utilisé Lord Kelvin. Lord Kelvin, c'est un physicien anglais, dans les années 1880,
pour faire le premier modèle thermique de Terre, où il a appliqué le modèle de refroidissement d'un boulet de canon à la Terre, et il avait déduit, certains doivent le savoir dans cette salle, il avait déduit à cette époque-là quel était l'âge de la Terre. Il avait trouvé 150 000 ans. Il avait télarisé tout le monde, il avait télarisé des gens qu'on appellerait aujourd'hui les créationnistes, puisque la Terre avait 4770 ans, quelque chose comme ça, donc 150 000 ans, c'était beaucoup trop. Et il est télarisé aussi des géologues, parce que les géologues savaient que la Terre était beaucoup plus vieille que ça. Ils savaient que la Terre avait au moins quelques millions d'années. D'accord? Et pourquoi ça? Ben parce que Lord Kelvin, quand il a fait son calcul, il avait oublié deux choses. Il n'a pas oublié, c'était pas découvert, c'est Pierre et Marie Curie qui ont découvert la radioactivité, et la radioactivité n'était pas connue. Donc il n'y avait pas de source de chaleur dans la Terre. Comme il n'y avait pas de source de chaleur, eh bien, en refroidissant la Terre juste comme ça, pour expliquer les données actuelles, la Terre n'était pas vieille. D'accord? Et il y avait une autre chose qu'il avait oubliée, dont on va parler aujourd'hui, c'est que la Terre était en mouvement. Dans un boulet de canon, quand on utilise la méthode du boulet de canon pour refroidir la Terre, à l'intérieur du boulet de canon, tout reste solide. Et il n'y a pas de mouvement. À l'intérieur de la Terre, il va y avoir beaucoup de mouvements. Et donc, la manière dont la Terre se refroidit va dépendre de ces mouvements. Alors voilà comment ça se passe. Vous prenez une casserole, vous mettez de l'eau dedans, vous chauffez dessous, vous refroidissez dessus, et qu'est-ce qui se passe? Tout se met en mouvement. C'est la convection thermique. Alors vous avez ici une image faite dans un laboratoire avec de l'huile. On impose un gradient de température. On voit ici les gradients de température. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a des mouvements qui montent. L'eau qui est au contact de la plaque chaude se réchauffe. En se réchauffant, elle devient plus légère. En étant plus légère, elle monte. Elle va jusqu'au contact de la plaque froide qui est au-dessus. Là, elle se refroidit. Et comme elle devient froide, elle devient lourde. Et comme elle devient lourde, elle s'enfonce. Donc c'est ce qu'on appelle la convection thermique. Et donc il va se former des cellules de convection thermique qu'on voit ici par les gradients de température de cette image. Alors, on a une autre représentation, on peut utiliser les moyens numériques. Vous voyez, ici, les flèches représentent les mouvements et les couleurs, les températures. Donc, il y a des sortes de champignons, de panaches, on appelle ça des panaches, où la matière chaude va monter, se refroidir et descendre. Et on forme ici des cellules de convection. Alors, on va passer avec par la simulation numérique, on va pouvoir découvrir comment ça se passe. Alors, cette couche représente le manteau de la Terre. Partout où vous allez voir des couches, c'est le manteau de la Terre. Donc, les 2900 premiers kilomètres qui sont sous nos pieds. Donc, quand on le chauffe par la base, c'est la même image que celle que je viens de présenter. Alors, en fait, ça, c'est ce qui se passe. Mais si vous avez fait chauffer du riz ou des spaghettis dans votre casserole, vous avez remarqué que ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas seulement des belles cellules comme ça. C'est parce que le chauffage est très fort. Et dans la Terre, le chauffage est aussi très fort. Très fort, et ces panaches qui montent, en fait, sont très petits. Et surtout, c'est que au cours du temps, ça bouge énormément, ça devient chaotique. Ça devient chaotique, ça veut dire qu'on ne peut même pas prévoir quel panache va se mettre en place et où. Et ils ont des géométries, alors vous avez le champ de vitesse ici et le champ de température ici, des géométries très compliquées. Alors ça, c'est quand on chauffe par-dessous, et en plus, comme je vous l'ai dit, dans la Terre, c'est pas chauffé par-dessous seulement, c'est la radioactivité qui produit la chaleur. Et la radioactivité, elle est dans l'ensemble du volume du manteau. Donc c'est ce qu'on appelle un chauffage interne. Et quand il y a un chauffage interne, comme ici, à ce moment-là, cette image où il y a autant de panaches qui montent que de panaches qui descendent se transforme en une image où il y a principalement des panaches qui descendent. Parce que le chauffage n'est pas faire la base. Alors, ces phénomènes, on peut essayer avec les ordinateurs de reproduire un manteau de plus en plus réaliste. Et je vais essayer de vous montrer ça. Ici, par exemple, on a voulu introduire l'effet de la surface et des plaques tectoniques. Donc, vous avez une plaque tectonique qui a été simulée en surface, et vous voyez qu'on a été capable, dans ce modèle numérique, dans une boîte carrée, rectangulaire, reproduire la construction d'une plaque tectonique, puis sa subduction. Alors, oups, oui, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, c'est qu'il y a un film ici. En fait, le manteau terrestre est très mélangé, et c'est cette convection thermique qui va mélanger. Et ce film va vous le montrer.
D'accord. On a mis des traceurs, c'est l'histoire de la Terre, il se passe 4 milliards d'années. Ces traceurs sont par exemple des hétérogénéités qui ont été faites lors de l'accrétion. Et on regarde comment ces hétérogénéités sont modifiées par la convection thermique. Donc tous ces petits carrés s'étalent, s'étirent, se mélangent. Et vous voyez, ici, on a un petit trait qui symbolise ce que fait une subduction, une zone de subduction. Donc on impose des plaques. Alors c'est chauffé par le dessous, c'est chauffé intérieur. Puis en plus, on dit qu'il y a une zone de subduction qui se déplace à la surface de la Terre de manière sinusoïdale, juste pour se rendre compte de ce qui est fait. Alors vous voyez que le mélange est, ma foi, assez efficace, mais par contre, il reste quand même des zones comme celle-ci qui ne se mélangent pas du tout. Donc il est possible, après 4 milliards d'années, qu'une partie du manteau ne soit pas encore bien mélangée. Et c'est quelque chose d'important parce que, en fait, quand on regarde les laves qui sortent des volcans, on trouve des différences. Enfin, les géochimistes, en regardant leur composition, trouvent des différences. Ah. Non, moi je veux plus ça, moi. Je veux la suivante. Alors, je vais faire ça sur mon ordinateur à moi. Voilà. Donc, ici, on est passé, les ordinateurs permettent de faire des calculs de plus en plus compliqués. Et là, on est passé de la géométrie cartésienne à la géométrie circulaire. Alors, c'est un calcul bidimensionnel encore, et circulaire. Et vous allez voir comment... Ah, alors là, j'y suis pas arrivé non plus. Excusez-moi. Alors, ce film-là, il va marcher bien ou pas, lui? Donc on va voir une image qui nous montre comment convecte. Donc vous voyez que les zones, il y a des zones avec des plaques, on impose les plaques et on arrive ainsi à former des zones de subduction et on voit qu'il y a quand même des mouvements montants qui sont ici, c'est une image de la température, donc ce qui est bleu est froid. Et vous voyez l'image d'une plaque qui descend et qui va jusqu'à la frontière noyau-manteau. Donc, on a aussi des simulations, puisque les ordinateurs grossissent, on a aussi des simulations 3D, où ici vous avez, c'est plus seulement une coupe de terre, c'est l'ensemble de la Terre, tout le manteau, le noyau est en rouge, en bleu sont les mouvements descendants, et en jaune les mouvements montants. Donc, on peut avoir une animation qui montre, alors on a mis des frontières de plaques. Aujourd'hui, les gens qui font de la convection mantélique, qui étudient les mouvements dans le manteau, ne sont pas capables d'inventer les plaques par le calcul elles-mêmes, donc ils sont imposés. Et vous voyez qu'on peut voir les mouvements descendants qui sont associés aux zones de subduction et qui vont jusqu'à la frontière noyau-manteau. Et puis il y a aussi des mouvements ascendants qui partent, eux, du noyau et montent jusqu'à la surface avec des formes de panache. Alors ça peut être mis en regard avec ce que trouve la sismologie. La sismologie nous a donné la structure de la Terre, c'est ce que j'ai montré au départ. Mais en fait, on peut regarder des petites variations par rapport à ce modèle de départ qui donne, par exemple, dans le manteau, je vais prendre un exemple, si vous avez le CI, c'était l'image de tout à l'heure, il y avait des ondes qui se propageaient. On a trouvé une vitesse moyenne pour l'ensemble du milieu. Mais quand ces ondes traversent des endroits chauds ou des endroits froids, elles voyagent un peu plus vite ou un peu moins vite. Plus c'est froid, plus les ondes voyagent vite. Plus c'est chaud, plus les ondes voyagent lentement. Et donc on va faire ce qu'on fait en médecine pour la Terre. On va faire ce qu'on appelle une tomographie, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver les régions en prenant tous les séismes, des milliers et des milliers de séismes, et des milliers de stations. On va essayer d'inverser, ce qu'on appelle une inversion, pour trouver quels sont les endroits les plus chauds dans la Terre, quels sont les endroits les plus froids. Et essayer de regarder ça en fonction de comment on comprend la convection mantélique. Et donc ça donne des images comme ça, celle qui est produite à Harvard. Alors il y a aussi la graine au passage, le noyau liquide on ne peut pas le faire. Et donc on voit qu'il y a des endroits chauds en rouge et des endroits froids en bleu. Et là vous avez une coupe, alors c'est en 3D, c'est pas facile à voir. Vous avez l'Eurasie ici avec le Japon, ici la Grèce. Et vous voyez dans cette coupe qu'il y a des endroits froids, comme à la fosse de subduction du Japon, on voit une plaque de subduction qui pénètre à l'intérieur du manteau terrestre et qui peut-être s'enfonce
jusqu'à la frontière noyau-manteau. En tout cas, on la voit bien ici. De même, au-dessous la Grèce, la plaque africaine fait une subduction en dessous la Grèce, qu'on voit très bien ici, très nettement ici. Donc, vous avez ici une image. Alors, évidemment, hein, les variations par rapport à la vitesse moyenne de la propagation est de l'ordre de 0,5%. C'est très faible. Très, très faible. Mais ça, c'est une image de la convection métallique. Alors, je reviens aux images. Vous avez ici une image d'ordinateur, de nouveau, 3D. Ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un panache. D'accord ? Ces fameux champignons dont j'ai parlé dès le début. Ils ont une naissance, un conduit et une tête. Alors on peut étudier ces panaches en tant que tels. Vous voyez, on peut les étudier en supposant qu'il y a une source de chaleur à leur base. À ce moment-là, ces panaches forment une grosse tête et un léger conduit qui suit la tête. Et la matière chaude qui est chauffée à la base monte très vite dans le conduit et nourrit la tête, une tête qui grossit, grossit et qui monte jusqu'à ce qu'elle arrive en surface, où à ce moment-là, elle heurte la surface, donc la plaque tectonique qui se trouve en surface, va quelquefois la percer et créer du volcanisme. Donc on peut étudier numériquement, expérimentalement, c'est très joli. Et à chaque fois qu'une tête de ces panaches arrive à la surface de la Terre, on a une grande crise volcanique. Et une des plus connues, celle associée au point chaud de la Réunion, on appelle ces panaches des points chauds. Et le conduit du volcan est actuellement à la Réunion. Et ce volcan a heurté la surface de la Terre quand l'Inde, qui se trouvait actuellement ici, et les trappes du Décan qu'on voit ici, se trouvaient au-dessus du point chaud de la Réunion. On va le revoir quand on va voir les... Alors voilà ici une manière de voir les choses. Alors est-ce que je vais y arriver directement? Je vais faire comme ça va être plus simple. Donc vous voyez ici comment se conduit. Alors c'est le point chaud d'Hawaï qui est fait. Et donc la tête du point chaud d'Hawaï a été subductée maintenant. Donc on ne voit pas les massifs volcaniques énormes, les trappes associées au point chaud d'Hawaï. Par contre, il nous reste son conduit. Et on voit le conduit qui vient du noyau, qui monte. Et dans la convection métallique qui est représentée par ces flèches, le conduit fabrique une chaîne de volcans qui se trouve à la surface. C'est une image aussi expérimentale qui montre la formation de ces panaches et qui sont importants puisque justement ils vont beaucoup modifier la surface. Alors ici, c'est un calcul numérique qui montre la formation de ces panaches comme on les a déjà vus. Mais ici, on a mis une vieille plaque. Une plaque subductée à la base du manteau. Quand elles rentrent, je vous ai montré qu'elles allaient jusqu'en bas. Alors on l'a mis. Alors évidemment, cette plaque empêche les panaches de passer. Alors quand il n'y a pas de plaque, ça passe bien, deux petits panaches. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on forme ici un énorme panache. Il y a un panache qui va se développer sous la plaque et qui va devoir percer la plaque. Ici, vous avez le temps. Et ce processus met à peu près 100 millions d'années. Ça permet de parler du temps. Ce que j'aurais dû vous dire, c'est que ces cellules de convection dans le manteau, justement, un morceau du manteau va aller au fond du manteau, revenir à la surface du manteau. Ce processus dure à peu près 100 millions d'années. Donc les vitesses sont de quelques centimètres par an. Là, ça ne progresse plus, ou oui, ça progresse, mais on va peut-être mettre 100 millions d'années. Mon ordinateur a l'air de... Donc vous voyez la formation de ce panache. Dans la couche limite chaude, va se former une tête qui va grossir, et qui va devenir énorme, qui va devenir d'autant plus grosse qu'elle a été empêchée de monter pendant longtemps. Donc vous la voyez se former. Là, je pense que... on va pas mettre 100 millions d'années, mais on va mettre quand même pas mal de temps. Bon. Ah. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un problème numérique, je pense, de mon ordinateur. Hein. Bon, je vais avancer. Voilà, donc le manteau. C'est le manteau qui fait bouger ces plaques. Alors je reviens sur mon image de départ avec le plancher océanique et maintenant je vais vous parler du noyau. Le noyau de la Terre, c'est ce qui fabrique le champ magnétique et ce qui va faire ces bandes dont on a parlé dès le début. Alors le noyau de la Terre, vous avez donc le manteau qui est ici noir, on voit le noyau de la Terre en rouge et c'est les mouvements à l'intérieur du noyau de la Terre qui vont fabriquer le champ magnétique. Et donc c'est la chaleur, c'est de nouveau la chaleur, qui doit être transportée dans le noyau entre la graine qui se refroidit, d'accord ? La graine se refroidissant, elle se cristallise,
le fer liquide du noyau liquide se cristallise sur la graine, et ce faisant, elle libère de la chaleur à la surface de la graine qui doit monter jusqu'au manteau pour être transportée ensuite par la convection métallique jusqu'à la surface. Et c'est ces mouvements de convection thermique dans le noyau qui vont créer le champ magnétique. Et je vais essayer de vous expliquer comment. Alors d'abord, 2 mots sur ce qu'on sait du champ magnétique. Vous voyez ici, c'est les lignes de champ, et on voit qu'elles sont dipolaires. En général, le champ magnétique créé par le noyau est très proche de l'axe de rotation de la Terre. Il n'y est pas égal, l'axe du champ magnétique n'est pas égal à l'axe de rotation de la Terre, mais il en est très proche. Alors, le champ magnétique, on l'observe depuis longtemps. Vous avez ici une boussole de l'an 23 de notre ère, donc très ancien, dans la civilisation chinoise. On n'a plus cet objet, mais on en a une description écrite par Wang Mang, quand il décrit la chute d'une civilisation, la civilisation Han, et l'empereur, dans la cité interdite, va dans la salle du trône et se met en prière devant cet objet. Donc c'est un objet de la géomancie chinoise. Et le manche de cette cuillère est aimanté, c'est ce qu'on pense, et elle indique le pôle sud, le lieu du paradis, je dirais, du paradis chinois. Donc l'empereur, voulant montrer sa puissance divine, la nature divine de sa puissance, a voulu utiliser cet objet. Bon, je vous laisse imaginer comment s'est terminée la chose. Et bon, on a des objets, mais les objets chinois, les plus anciens, datent de à peu près l'an 1000 et ressemblent donc à des boussoles. Et l'aiguille aimantée indique en général le sud. En Occident, la boussole a été découverte vers, on pense, le 12e, 13e siècle. Et la première référence écrite est en vieux français, donc je l'ai reportée ici, et elle décrit cet objet qui n'a pas été dessiné à cette époque-là, c'est un dessin du XVIe siècle, mais j'ai trouvé qu'il éclairait bien ça. Un art fond qui mentir ne peut par la vertu de la marinette, une pierre laide et brunette, où l'IFER volontiers se joint, ainsi regarde le droit point, puis qu'une aiguille l'étouchit, en un festule l'enfichit, en l'eau la mette sans plus et le festule la tient dessus, puis se tourne la pointe toute contre l'estoile, si sans doute. Vous avez compris comme moi qu'il s'agissait donc d'une aiguille aimantée mise sur un fétu de paille qu'on met dans l'eau et qui s'oriente vers l'estoile, c'est l'étoile polaire. Si, sans doute, bien sûr, on ne peut pas la faire mentir, elle se dirige toujours vers là. Alors la boussole a été utilisée dans notre histoire occidentale pour se diriger. Le mot marinette le fait entendre tout de suite. Alors, mais aussi est utilisé à plein d'autres fins, pour trouver la pierre philosophale, pour soigner les gens, pour tuer les sorcières aussi, parce qu'on mettait beaucoup de femmes autour d'une table, et puis on mettait une aiguille aimantée, et bien sûr, celle qui se trouvait en face, l'aiguille aimantée, passait sur le bûcher. C'est la justice divine. Bon, les Anglais c'est Diderot qui a pointé dans la grande encyclopédie le fait que... Alors Guyot de Provins, j'ai oublié à majuscule, excusez-moi, c'est le premier auteur qui a écrit en français, c'est celui qui a écrit le roman de la Rose qu'on apprend au lycée. C'est donc dans un poème qu'il a écrit ça. Mais les Anglais prétendent qu'ils ont des écrits de moines aussi qui sont un petit peu antérieurs et donc prétendent qu'ils ont découvert la boussole. Alors bon... Ça fait toujours un sujet de discussion dans les congrès où on discute de champ magnétique entre les Français et les Anglais. Alors, c'est vrai que c'est un Anglais qui a écrit le premier livre scientifique, qui est daté de 1600, qui s'appelle Des magnétés, et c'est Gilbert. Il l'a fait à partir d'une étude qui avait été faite bien avant lui par un chevalier français, enfin un ingénieur, qui s'appelait Pierre de Maricourt, ou Pierre le Pèlerin, Petrus Peregrinus, qui faisait partie... de la énième croisade, parce que le bon roi Saint-Louis avait donné à son frère Charles d'Anjou le royaume des 2 Siciles, mais qui était occupé par les morts. Donc à lui d'occuper et de retrouver son royaume. Et donc il a été faire des sièges, il a fait la bataille, il a essayé de reprendre Naples, il a fait un siège à côté de Naples, dans une petite ville. Et Pierre de Maricourt était un ingénieur chargé des fortifications. Il devait s'ennuyer puisqu'il a écrit une lettre en 1270 où il décrit pour la première fois, je pense que c'est la première lettre scientifique dans le monde moderne, le monde occidental, où il décrit les pierres aimantées, les pôles, et même décrit
l'hypothèse qu'a repris Andrew Gilbert, qui est le physicien de la reine Élisabeth Ier en l'an 1600. Et il écrit plusieurs volumes où il décrit le magnétisme. Et il a cette première hypothèse pour le champ magnétique de la Terre, c'est que la Terre elle-même est un aimant, se comporte comme un aimant. Et donc la petite boussole, l'aiguille aimantée, alors l'axe de rotation de la Terre, il le représente horizontal à cette époque-là. Et puis il regarde comment s'oriente une boussole à la surface de la Terre, il trouve que c'est comparable à ce qu'on observe. Donc il en déduit que la Terre elle-même est un aimant. C'était pas évident pour les gens de savoir pourquoi les boussoles s'orientaient vers le nord. La théorie, il y a plein de théories, elles sont très très rigolotes, je vous en raconte une juste comme ça. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que les pierres aimantées étaient des pierres d'étoiles. Ils appelaient les pierres d'étoiles, c'est-à-dire des morceaux d'étoiles polaires qui étaient tombés sur Terre et qui se rappelaient l'étoile mère. Et donc, par conséquent, quand on les laissait libres, pointaient vers l'étoile mère. Donc, moi, j'ai trouvé cette explication très jolie, beaucoup plus poétique que celle-ci, mais c'est celle-ci qui va résister pendant longtemps. Ça fait 4 siècles. Et aujourd'hui encore, on peut considérer que c'est une bonne hypothèse. Alors évidemment, la Terre n'est pas un aimant permanent. Il y fait bien trop chaud, je vous ai dit, il fait 6000 K, et tous les aimants, au-delà de 500, 600, 700 degrés, ne perdent leur propriété d'aimantation. Alors, le champ magnétique a été mesuré partout, et on a mesuré principalement, par exemple, la déclinaison, qui est la différence entre ce que fait l'aiguille de la boussole et le nord géographique. Et quand on fait ça, on a donc la déclinaison. Elle a été mesurée ici à Paris depuis 400 ans. 500 presque, et surtout depuis la création de l'Observatoire de Paris, 1670, où ça fait partie de la tâche de l'Observatoire de Paris que de mesurer le champ magnétique. C'est de l'effort de guerre de Louis XIV contre les Anglais, puisque évidemment le champ magnétique est utilisé à des fins de positionnement et de direction des bateaux de la marine française, qui n'a pas forcément toujours brillé dans son histoire. Donc, et alors, un an après, évidemment, les Anglais créent l'observatoire de Greenwich, avec une mission aussi de mesurer le champ magnétique. Donc, depuis 1670, il y a un scientifique en France qui est payé par l'État pour mesurer le champ magnétique, et c'est encore le cas aujourd'hui. Évidemment, ce n'est plus à l'Observatoire de Paris, puisque l'Observatoire de Paris, vous le savez, il est dans le 5e arrondissement, à moins que ce soit le 6e, non, dans le 5e arrondissement, sur le méridien de Paris, dans le prolongement du Jardin du Luxembourg, et que à partir de 1860, quand les locomotives sont entrées dans Paris, bien sûr, la boussole a montré plutôt le passage des locomotives que la variation du champ magnétique terrestre. Et donc, cet observatoire a d'abord été déplacé à Saint-Maur-les-Fossés, puis à Chambon-la-Forêt, dans la forêt d'Orléans. Et donc, il est mesuré de manière de plus en plus précise, et ce qu'on voit, c'est que le champ magnétique varie très vite. Les mouvements du manteau terrestre, c'est 100 millions d'années. Ici, le champ magnétique varie très très vite, 10 degrés par 100 ans. Donc toutes les cartes deviennent fausses, c'est pour ça qu'il faut en refaire continuellement, et quand on veut utiliser la boussole en tout cas, parce que la déclinaison, par exemple, à Paris, a varié entre 0 et 10 degrés en 100 ans. Et les cartes utilisées pour la guerre de 14 sont absolument toutes fausses. Alors, c'était le gros travail de plein de gens que de mesurer le champ magnétique. Ici, vous avez Halley, dont c'était le travail principal. Il est connu pour la comète, mais c'est avant tout un géomagnéticien. Et il a voyagé dans l'Atlantique. Il a construit la première carte, on appelle isogonique, c'est-à-dire les cartes où ces lignes qu'il a représentées sont les lignes d'égale déclinaison. Donc, par exemple, celle qui est surlignée en rouge ici, c'est la ligne où la déclinaison est nulle, c'est-à-dire où le champ magnétique de la Terre, le nord magnétique, se confond avec le nord géographique. Et donc, pour les marins, c'est très important d'avoir ce genre de cartes. Sans ces cartes, on ne peut pas naviguer avec la boussole. Alors Christophe Colomb avait découvert cet endroit. En 1492, quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il a noté dans son cahier de bord qu'il y avait un endroit au milieu de l'Atlantique qui était bizarre, puisque le champ magnétique avant était tourné plutôt à droite du nord géographique, et puis après à gauche. Il en déduit qu'il est en train de tomber de l'autre côté du monde, et donc qu'il a fait la moitié du chemin. Ce qui n'était pas faux, pour atteindre l'Amérique, ce qui n'était pas faux, mais complètement par hasard. C'est même ce genre d'observation qu'avait conduit le pape dans un traité, le traité de Tordesillas en 1494, entre les Espagnols et les Portugais, pour séparer le monde en deux, le monde portugais et le monde espagnol. Quand la boussole est à droite, c'est le monde portugais. Quand la boussole est à gauche, c'est le monde espagnol. Alors on s'est rendu compte très vite après que le champ magnétique variait au cours du temps, et donc on ne pouvait plus appliquer cette règle. Donc on a mis la distance
qui séparait les deux mondes à une certaine distance des Açores. Alors, beaucoup d'expéditions ont été mesurées le champ magnétique, en particulier celle qui est bien connue, l'expédition de la Pérouse. Les Français, vous avez ici Louis XVI et la Pérouse qui étudient. Alors, vous connaissez, cette expédition a reçu beaucoup de publicité ces derniers temps, donc je ne vais pas aller plus longtemps, mais c'est grâce à cette expédition qu'on a prouvé pour la première fois que le champ magnétique était dipolaire. Donc il avait deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Avant, c'était des hypothèses. Et les premiers qui l'ont mesuré, c'est les gens de l'expédition de la Pérouse, où ils sont allés de Brest jusqu'à Brisbane en Australie, et ils ont mesuré le champ magnétique au fur et à mesure à partir de cet objet. Alors grâce à données qu'ont pris tous ces navigateurs, on sait comment était le champ magnétique pendant les 400 dernières années. Et vous avez ici la carte de déclinaison avec la fameuse ligne nulle que je vous ai montrée. On est en 1700 au moment où elle l'a mesurée. Vous voyez comment elle est. Il y en a une autre de l'autre côté. Et là, il y a moins 10 degrés. Donc la boussole est donc à droite de moins 10 degrés. Et vous voyez qu'au cours du temps, la déclinaison varie très vite à la surface du globe. On est maintenant en 1780. Et vous avez le pôle sud ici, le pôle nord ici, qui n'est donc pas confondu avec l'axe de rotation, comme je l'ai déjà dit. Et sans carte comme ça, donc, vous ne pouvez pas naviguer. Et donc, on n'est pas sur des millions d'années ici, on est sur des centaines d'années. Et il faut expliquer ça. Alors, je vous laisse aller quand même jusqu'à la fin. Donc, vous voyez que la ligne de zéro qui partageait le monde portugais et espagnol a sacrément migré, ce qui explique pourquoi les Portugais ont envahi le Brésil bien avant l'heure. Ils devaient savoir que la ligne de zéro bougeait par là. Et si le temps de la colonisation arrivait aujourd'hui, je pense que toute l'Amérique serait portugaise. 1914. Donc vous voyez, cette ligne de zéro fait des choses très bizarres. Et actuellement, il y a une ligne de zéro qui est en train de migrer à travers l'Europe. Et à Grenoble, cette année, là d'où je viens, on vient de fêter la ligne de zéro parce qu'elle vient de passer Grenoble. Vous allez avoir ça dans quelques années ici à Paris. Si vous vous déplacez grâce à la boussole et non pas grâce au GPS, vous n'aurez plus de correction à faire dans quelques années à Paris puisque cette ligne de zéro est en train de migrer et va traverser, donc vraisemblablement, va traverser la France. Donc voilà la carte actuelle de l'an 2000 et avec cette ligne de zéro qui est ici. J'ai pas de temps, donc je vais sauter ça. C'est un des résultats de Vincent Courtillot. Alors aujourd'hui, on mesure le champ magnétique par un satellite. Le satellite Ørsted, c'est un satellite danois, d'accord, qui a été lancé en 2000. Le magnétomètre, les satellites magnétiques sont très reconnaissables. Ils ont une très longue perche avec le magnétomètre au bout. Sinon, on mesure l'activité électronique du satellite. Parce que les magnétomètres sont extrêmement précis, mesurent des nanotesla, c'est très très petit. Et donc, il faut que la perche soit très... Alors, les gens qui envoient les satellites n'aiment pas les satellites comme ça. Mais bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ce satellite a mesuré le champ magnétique de la Terre depuis 5 ans. Et voilà le champ magnétique, la vision globale. On n'est plus au temps de la Pérouse où on a le trajet sur un seul bateau. On a la vision complète du champ magnétique de la Terre. Il se comporte comme un dipôle avec l'équateur du dipôle qui est penché ici puisque l'axe du pôle est penché. C'est ce champ magnétique qui protège la Terre et qui fait un bouclier magnétique autour de la Terre dans un processus qu'on appelle la magnétosphère. En fait, le Soleil, lors d'éjection de masse, envoie plein de particules dans l'espace, des particules qui sont principalement des protons et des électrons, des particules chargées, qui arrivent, on appelle ça le vent solaire, c'est des particules de haute énergie qui arrivent sur la Terre, qui arrivent vers la Terre, et à cause du champ magnétique de la Terre, ces particules sont déviées. Elles sont déviées, et donc on vit à l'intérieur d'un système de courant électrique qui nous protège du choc de ces particules. Alors, on voit les traces de ces particules dans les cornets polaires, là où le champ magnétique ne nous protège pas bien, puisque les particules peuvent suivre les lignes de champ magnétique. Et à ce moment-là, les particules pénètrent jusque dans la haute atmosphère et font ces aurores boréales. Alors de nombreuses questions se posent par rapport à ce système magnétosphérique, par rapport même à la vie, d'un point de vue de l'écologie. La vie s'est développée à l'abri de ce bouclier magnétique. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas ce champ magnétique? En tout cas, on pense que ce champ magnétique est très important pour préserver, par exemple, l'atmosphère, parce que ces vents solaires font comme une érosion, et les planètes qui n'ont pas de champ magnétique ont été érodées, leur atmosphère est partie, tous les gaz légers sont partis, même les liquides sont partis, tout ce qui n'est pas solide est parti, sauf peut-être les gaz les plus lourds. Donc sans ce champ magnétique, la Terre, en tout cas, ne se serait pas développée de la même manière. Alors vous avez ici un film qui a été fait pour l'ESA, qui va relancer 4 satellites magnétiques pour observer la Terre. Et voilà ce qu'on a découvert avec le satellite Ørsted du champ magnétique de la Terre. Alors, il y a deux choses qui tournent, la Terre et le Soleil. Le Soleil, vous allez voir, c'est la partie illuminée. Alors ça, c'est le champ magnétique global, mesuré
à la surface de la Terre. C'est la même carte que je vous ai déjà montrée. Là, on est dans la nuit, là, on passe à la journée. Donc, c'est la composante principale. Alors, on peut l'enlever. C'est la composante qui vient du champ magnétique du noyau. Quand on l'enlève, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste quelque chose qui est 10 000 fois plus petit. Ah non, qu'est-ce que je dis? Pas du tout. 1000 fois plus petit. Et qui est ce phénomène magnétosphérique. Donc, les champs magnétiques produits par les courants qui viennent de ces particules et qui heurtent le champ magnétique de la Terre. Donc, on voit qu'il garde les mêmes symétries que le champ magnétique de la Terre. Il y a des évolutions rapides pour ce champ. Alors, on peut l'enlever aussi. Alors, on décortique le champ magnétique, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un champ qu'on appelle ionosphérique. Le fait que la Terre soit éclairée, dans la ionosphère, ça ionise certaines particules, et donc il y a des courants électriques associés à ça. C'est ce qui fait du bruit sur les radios, là, quand on écoute les ondes courtes. Et vous voyez que ce champ ionosphérique est associé à la lumière. C'est-à-dire qu'il existe, quand il fait nuit, il n'existe pas, et quand il fait jour, il existe, et est associé vraiment au fait que la Terre soit éclairée. Alors quand on enlève ce champ magnétosphérique, il nous reste le champ de la croûte, qui lui ne varie pas au cours du temps. Il est associé principalement au continent, il a des évolutions un peu partout. On redilate, là cette fois on est 6000 fois plus petit que le champ principal, et on voit à la surface de la Terre ce champ magnétique. Dans les zones océaniques, il est beaucoup plus faible que dans les zones continentales, qui sont liées, par exemple ici vous voyez cette belle tache de champ magnétique, c'est l'Himalaya. C'est lié à la structure tectonique de la croûte. Alors ça c'est quelque chose qui n'évolue pas. Et ensuite, quand on a enlevé ça, alors là, on a une énorme surprise, c'est une découverte d'une certaine manière. On voit un champ magnétique qui, cette fois, n'est présent que sur les océans et oscille avec 12 heures et 53 minutes. Je vous le donne en 1000, c'est les marées. On voit les marées océaniques, l'eau océan est conductrice d'électricité et dans le champ magnétique terrestre, fait des petits courants qu'on peut voir du satellite. Donc voilà ce champ magnétique. Alors c'est grâce à ce champ magnétique qu'on a reconstitué l'histoire de la Terre. Vincent Courtillot vous en a parlé, donc je vais sauter en fait. Je ne savais pas. Je vais terminer cette description du champ magnétique par ce graphe où le titre est mis en américain. The Earth's magnetic field is failing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ magnétique de la Terre se casse la figure, est défaillant. Et c'est cette courbe où vous avez le présent ici, 2000 ans, et vous voyez que le champ magnétique est effectivement en train de se casser la figure. Et ça amène les gens à être très catastrophiques. Et voici la une d'un journal, le New Scientist, Space Attack, Earth Shield is failing, we have to fix it. Donc les Américains n'ont pas peur des mots. Puisque le champ magnétique de la Terre se casse la figure, nous allons devoir le réparer. Et ce qui a donné beaucoup de films, de romans catastrophiques. Bon, moi j'y crois pas, mais je tenais quand même à faire une petite parenthèse là-dessus. Alors comment le noyau fabrique son champ magnétique? Alors il le fabrique par un processus qu'on appelle la dynamo. C'est un processus compliqué qui a résisté à 100 ans, qui a résisté 100 ans à la sagacité des chercheurs. Et c'est seulement depuis une dizaine d'années qu'on a fait d'énormes progrès. Le premier résultat est de 1995, je vais vous le montrer. Et depuis 1919, où Sir Larmor a, dans une très très brève article dans le magazine Nature, a évoqué que les champs magnétiques naturels des astres, de la Terre, des autres planètes, du Soleil, ces champs magnétiques devaient être provoqués, ne pouvaient pas être faits par aimantation permanente, je l'ai déjà dit, donc devaient être provoqués par des mouvements. Ces mouvements ont été mis en équation. Alors, je vais vous donner le principe de ce phénomène. Alors, je le fais pour les gens qui ont quelques connaissances physiques. D'abord, c'est le principe de l'alternateur. On prend un disque, conducteur d'électricité, on le fait tourner dans un champ magnétique vertical, le disque tourne comme ça. Le fait qu'il tourne dans les champs magnétiques verticaux, tous les porteurs de charge de ce disque, positifs et négatifs, vont subir une force qui va amener les porteurs négatifs sur l'axe et les porteurs positifs au bord du disque. Si on branche un fil électrique entre le bord et l'axe, du coup, puisqu'on a une différence de potentiel, on produit un courant. Et c'est comme ça que marchent les alternateurs dans toutes les centrales électriques. Et vous êtes là, vous avez votre électricité, vous êtes très content. L'idée de Sir Larmor était simple, c'était, plutôt que d'utiliser le courant pour faire ça, on va utiliser le courant pour en faire une bobine, pour créer un champ magnétique, le champ magnétique qui avait donné naissance, au départ, à la séparation des charges. Donc, on a un système qui est auto-entretenu, au sens où le mouvement crée
du courant électrique, le courant électrique crée le champ magnétique crée le courant électrique, etc. etc. C'est Walter Elsasser, en 1946, c'était l'étudiant d'Einstein, il avait émigré avec Einstein aux États-Unis, a refusé de travailler sur la bombe nucléaire, et a donc écrit l'équation, pour la première fois, de ce processus, le processus dynamo. Alors, comme je n'avais pas le droit de montrer l'équation, je la cache. Ce qu'elle dit, c'est que l'évolution temporelle du champ magnétique, il est dû à deux choses. D'abord, un phénomène d'induction, ce qu'on a vu sur le disque, la source du champ magnétique, qui est liée à la surface et qui est liée à la vitesse, plus un phénomène de destruction du champ magnétique qui est l'effet Joule. Et entre les deux, c'est seulement la chose que je veux retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a un nombre, ici, qui est entre les deux. Alors vous voyez que si ce nombre-là est grand, ça va gagner, et on peut avoir une dynamo. Si ce nombre-là est petit, ça va gagner, et on n'aura pas de dynamo. Et donc, depuis 1946, Elsasser explique ça, 3 papiers à la sortie de la guerre, il avait travaillé là-dessus pendant la guerre, et il explique ça, et puis il dit, je ne vais pas à bout, je ne résous pas totalement le problème, mais des gens vont y arriver. Et la solution a été trouvée qu'en 1995, 50 ans après. Alors, ce nombre qui est entre les deux, c'est le nombre de Reynolds magnétique. Il est défini de la manière suivante, mu0 sigma UL. U, c'est la vitesse, L, c'est la taille, et sigma, c'est la conductivité électrique. Pour que ce nombre soit grand, il faut donc avoir un métal très conducteur d'électricité. Soit il va vite, soit il est dans un truc très gros. Alors, dans le noyau de la Terre, c'est très gros, donc on va être sauvé, peut-être. Alors, quand on l'évalue dans le noyau de la Terre, ce nombre, il vaut à peu près 100. Donc on se dit que ce terme-là est à peu près 100 fois plus grand que celui-là. Est-ce que ça suffit? Pendant longtemps, on a cru que non. Et l'effet dynamo, donc l'émergence du champ magnétique à partir du mouvement du métal liquide, peut apparaître que si ce nombre-là est, on pense, supérieur à 50. Alors, pour arriver à faire ça, eh bien, il faut prendre le métal le plus conducteur d'électricité qu'on connaisse, et c'est le sodium liquide. Plus conducteur que le cuivre fondu, que l'argent fondu, c'est le sodium liquide. Alors lui, il fond à 100 degrés, et ce nom, là il y a une erreur, ce nombre-là, mu0 sigma, vaut 10. Donc il faut ça vaut 10, et on veut un nombre supérieur à 100, donc il faut soit prendre un conteneur qui fait 1 mètre avec des vitesses de 10 mètres par seconde dedans, soit prendre un conteneur qui fait 10 mètres avec des vitesses de 1 mètre par seconde. Et on a une chance de voir l'effet dynamo. Alors le sodium, c'est un métal qui fond à 100 degrés, donc on le met dans une cocotte minute, on peut le faire fondre assez facilement. Le problème, c'est qu'il prend feu, donc c'est pas très facile à utiliser. Donc, on a choisi, plusieurs équipes dans le monde se sont lancées après ce problème, on a choisi de travailler avec des écarts, des tailles caractéristiques du mètre, avec des vitesses supérieures à 10 mètres par seconde. Ce qui n'est pas très facile à faire pour un métal, parce que lancer un métal à 10 mètres par seconde, c'est pas très facile. Alors on a de la chance, en partie, c'est que le sodium est très léger, il pèse un peu moins lourd que l'eau, parce que si on avait pris du plomb, il aurait fallu avoir 13 fois plus de puissance pour mettre le sodium en mouvement. La première expérience a été réalisée au centre d'essai d'études nucléaires soviétiques, qui se trouve à Riga, en Lettonie, maintenant indépendant de l'Union soviétique. Et vous voyez ici le container, il fait 3 mètres de haut, une hélice, qui met le sodium en mouvement le plus vite possible, les vitesses supérieures à 10 mètres par seconde, on a dit. Elle met en mouvement hélicoïdal, le sodium revient par ce fin tuyau, et à l'extérieur, il y a du sodium au repos. Il y a des moteurs ici, qui entraînent par des courroies. Cet homme-là se tient sur cette plateforme. Et évidemment, puisque tout est à 100 degrés, et que tout est dangereux, tout est bien protégé. Et en 2000, eh bien, ils ont observé pour la première fois cet effet. C'est-à-dire qu'en mettant le sodium en mouvement, vous avez ici la vitesse de l'hélice. Quand elle arrive vers 2000 tours minute, à ce moment-là, le champ magnétique, qui est représenté ici, a cru comme ça. Le mouvement a fait de lui-même un champ magnétique. Donc, Walter Elsasser avait raison, Sir Larmor avait raison. On peut, à partir seulement de mouvements de métal liquide, produire un champ magnétique. Et c'est le processus qui doit être à l'œuvre à l'intérieur de la Terre. Alors, les Allemands n'étaient pas en reste. Au centre d'études nucléaires allemand, le sodium liquide est utilisé en centrale nucléaire. C'est pour ça que les ingénieurs des centres d'études savent manipuler le sodium. Alors, l'expérience lettonne ou soviétique a explosé en fin de manip. Donc, parce qu'on ne sait pas faire rentrer un arbre dans du sodium liquide. Et quand on fait ça, on n'a pas ce qui est équivalent des machines à laver, là, le joint le long d'une machine à laver, parce que vous avez un axe qui rentre dans une machine à laver. Hein, et en général, il n'y a pas de fuite. Enfin, il y a de moins en moins de fuite, disons. Mais pour le sodium, on ne connaît pas ces joints qui se fassent des axes. Donc les joints, on ne sait pas faire. Donc le sodium sort le long de l'axe et donc prend feu. Alors les Allemands, pour éviter ce problème, ont pompé le sodium dans un système avec plein de tuyaux comme ça. Et en pompant le sodium de plus en plus vite, alors ils mettent ça, évidemment, c'est à l'allemande, hein, dans un grand système,
là, vous avez le professeur Müller et le système Dynamo avec la mesure du champ magnétique. Et en pompant le sodium assez vite, alors il faut un bâtiment de 3 étages pour faire ça, hein, le système Dynamo, les pompes ici, tout le système de production, système de refroidissement. Et là, 8 jours après les laitons, après 10 ans de préparation de manip de part et d'autre, ils ont observé aussi l'effet Dynamo. Donc il n'y a pas de doute, l'effet Dynamo existe. Et c'est celui qui est à l'œuvre. Alors la première chose que se sont empressés de faire les scientifiques, c'est d'enlever tous ces tubes. Alors quand on enlève les tubes, 2 expériences ont été réalisées, une ici à Maryland University, à côté de Washington, aux États-Unis, et puis une ici à Cadarache, au centre d'études nucléaires, centre d'études atomiques de Cadarache, en France. Dans ces 2 expériences, il n'y a plus de tubes, il n'y a plus que 2 hélices qui font tourner le sodium le plus rapidement possible. Et quand on fait tourner le plus vite qu'on peut, pas de dynamo. Donc c'est ces parois qui imposaient. Alors on est devant un mystère, on ne comprend pas, parce que c'est ça qui représente peut-être plus une planète que ce système. Il n'y a pas de tube dans la planète, dans le noyau. Enfin, les sismologues n'en ont jamais vu. Alors, à Grenoble, nous, on s'est lancé dans cette aventure aussi, dans mon équipe de recherche, et je vais vous en parler 2 mots. Vite 2 mots. En fait, on s'est laissé influencer par ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Les mouvements qui créent le champ magnétique à l'intérieur de la Terre, ils sont liés au refroidissement du noyau, comme je l'ai dit, à la convection thermique dans le noyau. Et donc, ces mouvements, on les a étudiés. Quand le noyau liquide se solidifie sur la graine, eh bien, ça fait des mouvements de convection thermique, comme je vous l'ai dit. Ces mouvements de convection thermique sont très rapides et ils sont très particuliers. Ils sont comme dans l'atmosphère de la Terre, comme dans l'océan de la Terre. Ils sont organisés sous forme de tourbillons et l'axe de tourbillon est aligné avec l'axe de rotation. Donc, vous avez des tourbillons comme ça. On les voit ici, c'est la vue équatoriale, donc on voit une tranche de ces tourbillons. Il y a plein de tourbillons dans l'intérieur de la Terre, et ces tourbillons, l'axe du tourbillon est aligné avec l'axe de rotation de la Terre. Et on pense que c'est ces tourbillons, donc, qui vont créer le champ magnétique. Et on en est même sûr, je vais vous le prouver tout de suite, et c'est ces tourbillons qui sont les usines à fabriquer du champ magnétique. Et en fait, c'est la présence de la rotation rapide de la Terre, la force de Coriolis, qui impose au mouvement d'être comme ça dans le noyau de la Terre. C'est cette force de Coriolis qui va servir de tube. Comme vous l'avez vu dans le noyau de la Terre, les mouvements, ils sont comme ça. À cause de la présence de la force de Coriolis, tout s'organise en tourbillon. Alors, quelqu'un l'avait prédit, Fritz Busse, on l'a calculé, je vais aller vite parce que je vois que le temps a passé. On est capable de calculer ces mouvements. Vous voyez ces colonnes, on appelle ça les colonnes de Busse, les colonnes de convection. J'en représente une tranche dans un quart du sphère, et là, allez, oui, bon, j'aurais pu vous montrer un film, je ne vais pas le faire. On a su calculer avec les ordinateurs, avec des très gros ordinateurs, les mouvements de ces tourbillons. Vous avez ces tourbillons ici, et on peut montrer comment ça se calcule. Et c'est à partir de ces mouvements que deux chercheurs américains, Glatzmeyer et Roberts, en 1995, ont pu calculer pour la première fois une dynamo qui fonctionnait d'elle-même pour le noyau de la Terre. Alors ils l'ont fait, c'est une histoire étrange, je ne résiste pas à la petite, encore cette anecdote. Ils l'ont fait parce que les Américains et les Soviétiques, enfin les Russes, ont signé un pacte de non-prolifération merci, des armes. Et donc en particulier, ils se sont interdits de calculer la bombe atomique. Et donc les ordinateurs à Los Alamos National Laboratory, auquel appartient Glatzmeyer, ils n'avaient plus le droit de calculer la bombe. Un ordinateur, le plus gros cray qui existe. Pendant 11 mois, les Américains ont tenu le traité 11 mois. Pendant 11 mois, cet ordinateur était libre. Et pendant 11 mois, il a calculé l'un des problèmes les plus difficiles qu'on ne savait pas résoudre, la dynamo. Et au bout de 11 mois, il a trouvé. C'est un calcul qui coûte peut-être 2-3 millions d'euros. Puisque l'ordinateur, ce genre d'ordinateur a une durée de vie de 2 ans, 2-3 ans. Donc, en fait, on voit le coût de ce calcul. Mais ça faisait très longtemps qu'on cherchait. Très très longtemps, et on n'avait jamais trouvé. Et c'est par hasard, Roberts, qui a écrit les équations qui ont été programmées par l'informaticien Glatzmeyer, c'était un Anglais, qui était à la retraite, et qui avait plus le droit de vivre en Angleterre, à travailler en Angleterre, puisque vous savez que dans nos pays, on est à la retraite jeune, de moins en moins jeune, mais quand même. Et donc, il s'est expatrié aux États-Unis pour pouvoir continuer à travailler, et bien lui en a pris, puisque grâce à ça, on a eu ce calcul. Alors évidemment, pas mal de groupes étaient tout prêts, et en particulier un groupe français, et on a compris comment ces colonnes de convection fabriquent le champ magnétique de la Terre. Et vous voyez ce qu'on est capable de calculer.
Vous voyez comment est le champ magnétique de la Terre, c'est très très proche. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est que Glatzmayer et Roberts, en 97, ont même trouvé une inversion du champ magnétique dans leurs calculs. Et donc, on sait maintenant que les mouvements à l'intérieur du noyau peuvent eux-mêmes expliquer les inversions du champ magnétique qu'on a observées à la surface. Alors, je reviens à mes moutons. Et ça va faire ma conclusion. Quand on enlève les tubes dans les expériences au sodium liquide, on a perdu l'effet dynamo. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis toutes les cuves en rotation. Il faut faire comme la Terre. Et donc, on a proposé au CEA de construire un tank de 1 mètre de diamètre, 2 mètres de diamètre, 2 mètres de diamètre, 5 tonnes de sodium liquide à 450 tours par minute sur lui-même pour avoir l'effet de la force de Coriolis, enlever les tubes, mais rétablir quelque chose qui ressemble à des tubes. Les tourbillons sont alignés avec l'axe de rotation. Alors le CEA n'a pas voulu, parce qu'il trouvait que c'était dangereux. Et qu'on était un petit peu foufou, mais c'est différence de culture quelquefois. Donc, eh bien, on n'a pas pour autant abandonné. On a dit on va construire un prototype à l'échelle 1/5, et c'est ce qui a été construit. Donc 20 cm, on ne pourra pas voir l'effet dynamo dans cette expérience, parce qu'elle est trop petite. Comme je vous l'ai dit, le nombre qui caractérise le nombre de Reynolds magnétique, UL, mu0 sigma UL, L doit être grand. L est trop petit ici. Donc on a construit ce prototype pour voir si une expérience plus grande pourrait voir l'effet dynamo. Cette expérience, on l'a construite à Grenoble, ça met 2 ans d'études. Comme le sodium est dangereux, on construit un blocos et on met l'expérience dedans et on s'en va pendant que l'expérience est là. Voilà l'expérience, la sphère d'essai, le sodium, et on fait monter. Et comme ça, on espère expliquer comment est fabriqué le champ magnétique à l'intérieur du noyau d'une planète, par les mouvements à l'intérieur du noyau planétaire. Voilà. Et voilà mon transparent de conclusion. Enfin, quand la Terre se sera refroidie, quand la graine se sera gelée, qu'il n'y aura plus de place pour le noyau liquide, il n'y aura plus de dynamo. Quand il n'y aura plus de dynamo, il n'y aura plus d'atmosphère. Et il n'y aura plus de chaleur, il n'y aura plus de mouvement dans le manteau. Et la Terre va s'arrêter de fonctionner, il n'y aura plus d'océan, il n'y aura plus rien. Et la Terre ne bougera plus, ça sera devenu une planète morte. Et sera morte au sens au moins géophysique du terme. On sera sûrement plus là, c'est dans très très longtemps, mais c'est ce qui arrivera à notre planète. Voilà, je vous remercie.